Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente la loi de décroissance radioactive. On va parler donc du programme de spécialité terminale spécialité physique-chimie. Je vous propose de tout écrire sur une feuille double en rouge, tout état de savoir par cœur pour le baccalauréat. Donc on y va. On va parler du noyau atomique. Je vous rappelle que grand A c'est le nombre de nucléons, c'est l'ensemble des protons et des neutrons, ainsi que grand Z c'est le nombre de protons. On appelle ça aussi le numéro atomique, grand Z, et X évidemment c'est le symbole du noyau. Je vous rappelle également que la notion d'isotope, ce sont des éléments chimiques ayant le même nombre de protons, mais un nombre de neutrons ou de nucléons différents. Donc même Z, puisque même noyau, mais des nucléons différents. Ensuite, je rappelle qu'un noyau radioactif, c'est un noyau instable qui se désintègre de manière spontanée, inéluctable, aléatoirement, indépendant de la pression et de la température en un autre noyau. Donc le mot évidemment majeur et clé, c'est noyau instable qui se désintègre. J'ai rappelé les caractéristiques ensuite d'un noyau radioactif. Je vous rappelle aussi que vous devez connaître les lois de conservation. Loi d'une réaction nucléaire, il y a conservation du nombre de masses grand A, c'est-à-dire du nombre de nucléons, ainsi que la charge électrique indiquée par la lettre grand Z. Les trois radioactivités à connaître sont les suivantes. Radioactivité alpha, c'est le noyau d'hélium bien sûr. Radioactivité bêta-, c'est l'électron, 0-1 E. Ou encore le positron, positon ou anti-électron. On peut nommer soit positron, soit positon ou anti-électron, bêta+. On voit que les équations de désintégration sont différentes. On voit que ici, on forme un noyau d'hélium, alors que ici, le noyau que l'on forme gagne un proton, alors que ici, le noyau que l'on forme perd un proton. Alors, une fois qu'on a dit ça, on va devoir être capable d'utiliser le diagramme de Segre, qui représente le nombre de neutrons en fonction du nombre de protons. Sur ce diagramme, on doit être capable de faire le lien entre les différentes radioactivités et ce diagramme. Pour cela, on vous a quand même largement aidé. On remarque ici ce qui est en noir au centre, c'est ce qu'on appelle la vallée de stabilité. Pour un nombre de protons très faible, c'est-à-dire inférieur à 20, on voit que la vallée de stabilité correspond à la bisectrice. Plus ce nombre de protons augmente, plus la vallée de stabilité, qui est en noir ici, s'éloigne de la bisectrice. La vallée de stabilité, au-delà, tout au bout de la vallée de stabilité, on voit que c'est jaune. C'est ce qu'on appelle plus communément les noyaux radioactifs alpha. C'est-à-dire ce sont des noyaux souvent trop lourds, et c'est comme cela qu'on reconnaît les noyaux radioactifs alpha. Comme je l'ai dit, cette partie noire, c'est ce qu'on appelle la vallée de stabilité. Au-dessus de la vallée de stabilité, ce sont des noyaux qui ont généralement trop de neutrons. Et donc, sous l'effet d'avoir trop de neutrons, ils seront radioactifs plutôt bêta+. En revanche, donc tous ceux qui se trouvent au-dessus sont radioactifs bêta+. Tandis qu'évidemment, tous ceux qui se situent en dessous sont radioactifs bêta, tout simplement, plus. Alors attention, là c'est une erreur, hein. C'est bêta moins pour, c'est en face un bêta moins, là c'est bêta plus, un mauvais copier-coller, hein. Donc en dessus vous avez en bleu les bêta moins, en orange c'est bêta plus. Faites attention, corrigez ici, hein, c'est une petite erreur. Une fois que j'ai dit ça, en général le noyau fils noté Y formé est dans un état que l'on appelle l'état excité. De manière logique, ce noyau va vouloir revenir dans son état fondamental en émettant un rayonnement gamma, c'est-à-dire un rayonnement électromagnétique comme la lumière mais de fréquence beaucoup plus élevée. L'équation de la radioactivité s'écrit alors sous la forme Y étoile donne Y plus gamma. C'est évidemment un photon dont le rayonnement évidemment est dans le spectre de fréquence des rayonnements gamma. Une fois que l'on a dit ça, ce qui est très important, c'est d'être capable de retrouver l'équation différentielle pour la loi de décroissance radioactive. On s'y prend de la manière suivante, soit n le nombre de noyaux radioactifs à un instant t. On appelle la variation du nombre de noyaux delta n entre deux instants très courts, tout simplement la relation de proportionnalité entre delta n, forcément un nombre négatif puisque delta n décroît, donc il est normal que ce soit égal à moins, proportionnel au nombre de noyaux et également proportionnel à la durée. Ainsi, ça c'est à savoir par cœur, delta n est égal à moins lambda n fois delta t.
c'est à apprendre par cœur puisque c'est elle qui nous permet, quand delta t tend vers 0, retrouver l'équation différentielle d de n sur dt plus lambda n égale 0. Ça fait partie du bulletin officiel, vous devez savoir ça par cœur. Ainsi, on retrouve la loi de décroissance radioactive qui permet de retrouver le nombre de noyaux initialement présents. Le nombre de noyaux à un instant t est égal au nombre de noyaux initialement présents fois exponentielle de moins lambda t. Je rappelle que n0, c'est le nombre de noyaux radioactifs au tout début et qui va ensuite se désintégrer. Ainsi, l'activité A de t, c'est le nombre de désintégrations par seconde à un instant t. Un becquerel, je rappelle, qui correspond à une désintégration par seconde. Donc ça, c'est très important. L'activité étant égale à moins la dérivée du nombre de noyaux par rapport au temps, si je réinjecte dans l'expression, ça fera évidemment lambda fois le nombre de noyaux. On reconnaît du coup lambda comme étant la constante radioactive qui s'exprime en seconde moins 1. Je rappelle également que l'activité, si je réinjecte la loi de décroissance du nombre de noyaux à l'intérieur, nous aurons lambda facteur de n0 exponentielle moins lambda t, et on reconnaît l'activité initiale. Ainsi, l'activité en Becquerel décrit également une loi de décroissance radioactive, sous la forme A égale A0 exponentielle moins lambda t, où A0 c'est lambda fois N0 bien sûr. On doit maintenant retenir que le temps de demi-vie, c'est la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux initialement présents se sont désintégrés. Donc ça c'est très important, puisque T1,5 c'est égal à ln de 2 sur lambda. T1,5 c'est en seconde, lambda c'est en seconde moins 1. Je rappelle également que la loi de décroissance radioactive n en fonction du temps est une loi de décroissance exponentielle qui, lorsque l'on est à n0 sur 2, on se retrouve au temps de demi-vie T1,5. Je rappelle également que la loi de décroissance radioactive, que l'on utilise soit l'activité, soit le nombre de noyaux, c'est exactement la même chose. On peut retrouver le temps à partir du moment où on élimine l'exponentielle grâce à un logarithme népérien. Ainsi, le temps au bout duquel on atteint une certaine activité d'un échantillon permet de dater, par exemple, tel ou tel échantillon. C'est la méthode de datation. On peut alors connaître la date d'origine T de l'objet si on connaît sa constante radioactive, l'activité initiale de la source, ou sa quantité de noyau initial, la mesure de l'activité restante, ou sa quantité de noyau restant. À savoir valable aussi que ce soit pour le nombre de noyaux ou l'activité. Ces relations restent les mêmes évidemment, sauf qu'au lieu de l'activité, on aura le nombre de noyaux ou le nombre de noyaux initialement présents. Je rappelle également que les trois principes fondamentaux pour se protéger des rayonnements ionisants sont les suivants. Le premier, c'est évidemment le temps d'exposition ou la fréquence d'exposition. Plus vous êtes exposé, plus vous courez un risque. Ensuite, il est essentiel d'augmenter sa distance entre la source et vous. C'est-à-dire que cette décroissance est tout simplement une décroissance liée à la distance au carré. Donc plus vous vous éloignez, plus l'intensité du rayonnement décroît. Enfin, il convient aussi d'utiliser des écrans de protection, capables d'absorber ou d'arrêter les rayonnements. Ainsi, il y a trois piliers importants, le temps d'exposition et la fréquence, premier pilier, l'augmenter la distance entre soi et la source, et enfin, la possibilité de se protéger par des écrans de protection. Une source radioactive peut entraîner des dommages allant de quelques brûlures à des brûlures très importantes, voire même jusqu'à la mort, en passant par des cancers et des modifications génétiques. Le choix du matériau de protection dépend évidemment du type de rayonnement. Les particules alpha, qui sont les plus lourdes, sont arrêtées par une simple feuille. Elles ont du mal à traverser les tissus, ou par la peau. Les particules bêta, qui soient bêta+, ou bêta-, peuvent être bloquées par une feuille d'aluminium ou du plexiglas. En revanche, les rayonnements gamma nécessitent des matériaux beaucoup plus denses, comme le plomb ou le béton. Quelques centimètres de plomb jusqu'à plusieurs mètres de béton. Enfin, vous devez être capable de connaître quelques applications en médecine. Moi, je rappelle que les doses biologiques reçues sont souvent sous la forme de l'unité en sieverts ou en millisieverts. Il est important de distinguer si l'exposition concerne tout le corps ou uniquement un organe sensible et de prendre en compte non seulement la quantité de dose reçue, mais aussi le débit de dose, c'est-à-dire la manière dont la dose a été délivrée dans le temps. Enfin, vous devez être capable de connaître quelques applications en médecine, comme la scintigraphie, le PET scan ou la radiothérapie. La scintigraphie utilise un traceur radioactif injecté dans le corps pour visualiser le fonctionnement d'un organe à l'aide d'une caméra spéciale. Le PET scan, tomographie par émission de positons, repose sur l'injection d'un radioisotope.
émetteur de positons pour détecter les tumeurs ou suivre les anomalies métaboliques. La radiothérapie emploie des rayonnements ionisants, souvent émis comme par un accélérateur linéaire ou une source radioactive comme le cobalt-60 pour cibler et détruire les cellules cancéreuses. Voilà, vous avez absolument tout, devez absolument tout connaître pour le baccalauréat. Bon courage!